avec Alfonso Saavedra. Nous organisons en fait ces webinaires avec le réseau Color de Life et la communauté Cactus. Ce live sera enregistré, comme je viens de le dire, donc vous pourrez bientôt le partager ou le revoir si nécessaire. Et Alfonso, je vais te laisser la parole maintenant. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Ça que je voudrais partager avec vous d'abord tout, c'est vous souhaiter une bonne journée et une belle bienvenue à ces webinaires. Ok. L'objectif général de ces rendez-vous, en fait, il s'agit de vous faire découvrir ou de vous faire approfondir sur des sujets précis grâce à l'expérience de nos intervenants, de rentrer en contact avec tous nos invités et de créer un genre de lien. Vous le savez peut-être, sinon je vous dis, Cactus Coaching Community, et on est investi sur 3 domaines principaux. Les domaines sont l'environnement, le social et la santé. Donc, pour cette découverte, cette invitation à la création des liens, nous allons développer une série de lives dans chacun de ces domaines. Et donc, aujourd'hui, nous vous proposons ces premières sagas sur la thématique de la santé et de la couleur. Nous espérons que vous prenez autant de plaisir de participer comme nous, on l'a pris en préparant cette intervention. Oui, merci Alfonso. L'ordre du jour d'aujourd'hui, on va avoir un temps d'échange avec Alfonso qui est membre de Cactus et qui va présenter ce qu'est Cactus. On aura 2 interventions de 15 et 25 minutes et un temps de questions-réponses à la fin des 2 interventions. Alors justement, pour faciliter ces questions-réponses, vous avez en bas de votre écran une icône avec 2 bulles comme dans une bande dessinée et donc Q&R. Vous pouvez poser vos questions dans ce chat et les intervenants y répondront à la suite de toutes les présentations. Pour commencer, donc, comme je disais, tout le monde ne connaît peut-être pas bien Cactus et Color de Life, donc c'est l'occasion pour Alfonso de rapidement expliquer ce qu'est Cactus et je vous parlerai de Color de Life ensuite. Oui, alors je vais partager avec vous mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? J'imagine que oui. Oui, J'espère. tout est bon. OK. Ben, pour vous expliquer, en fait, Cactus, c'est un peu ça. Vous voyez, il y a plein de monde. Non, alors, pour vous expliquer un peu clairement, il y a 2 personnes, Pierre Colli et Fausto Esparza, qui sont les fondateurs de Cactus. Donc, qu'est-ce qu'ils ils ont décidé de faire? Ils ont créé ces communautés Cactus qui est constituée des slashers et des auto-entrepreneurs. Tous nous, membres composants de cette communauté, on est en poste de différentes grandes entreprises. Et la communauté Cactus s'investit pleinement pour des projets générateurs d'impact positif dans 3 domaines principaux. On a décidé de travailler ça sur 3 domaines. Donc, l'environnement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la santé et le social. Un exemple à vous donner, c'est Anne-Sophie Pierre, qui est chez Decathlon depuis plus de 10 ans et qui est expert reconnu dans le domaine de la frugalité et qu'elle met son expertise au service d'autres entreprises, de notre réseau, de notre communauté. Moi-même, je suis expert dans la chaussure. Je suis un peu le couteau suisse de la chaussure, on va dire. Donc, je connais bien la conception, je maîtrise le développement autant que la production. Et Marion, qui nous présente aujourd'hui, qui est là avec nous et qui est l'experte dans la couleur. Merci Alfonso. En effet, donc, je suis membre de Cactus en tant qu'experte couleur. Moi, je suis passionnée par la couleur et je travaille dans le design, c'est-à-dire que j'interviens sur l'identité de marque, le design des produits, la communication, mais aussi la commercialisation de l'offre. Comme j'ai une double casquette designer-ingénieur, je travaille aussi sur l'ensemble des processus de conception et de production de la couleur.
Vous l'avez compris, c'est ma passion. Du coup, j'ai fondé Color de Life. C'est un réseau d'experts et de designers dont l'objectif finalement, c'est de révéler et d'utiliser les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Et pour 2021, j'ai souhaité concentrer l'action du réseau sur le domaine de la santé. Et avec le réseau et Cactus, si on a construit cette saga sur la couleur et son impact dans la santé, c'était finalement pour que l'ensemble des entreprises, des industriels ou des institutions du domaine, elles aient des pistes d'action. Alors des pistes d'action pourquoi? Évidemment pour améliorer déjà les conditions de travail de leurs équipes. C'est aussi développer les performances des produits, puisqu'on sait que par exemple 85% des acheteurs prennent leurs décisions sur la seule couleur. Ça va être aussi accroître la confiance des visiteurs quand on parle d'une structure qui accueille du public. Ça peut être favoriser aussi le bien-être des patients, des résidents ou des utilisateurs. Donc, cette saga a commencé la semaine passée, donc le 9 mars, elle va se poursuivre jusqu'en juin. Alors, juste avant de passer la parole à Benjamin, je vous rappelle que vous pouvez, comme l'a fait Océane, poser les questions directement dans le chat. Vous avez une icône avec 2 bulles et QNR écrit en dessous. Donc, la semaine passée, nous avons vu avec Barbara B quels étaient les enjeux de la couleur dans le monde hospitalier. Et aujourd'hui, nous accueillons tout d'abord Benjamin Salabé, qui est designer au sein du LABA. C'est un laboratoire de design qui est au sein d'un groupement hospitalier universitaire de Paris. Et il va nous présenter le cas concret de la mise en couleur du bloc opératoire de neurochirurgie à Sainte-Anne à Paris. Et ça, avec une démarche empathique particulièrement intéressante. Donc, je te laisse la parole, Benjamin. Bonjour. Est-ce que vous voyez bien le partage d'écran? C'est nickel. Bonjour, bonjour. Donc, merci. Merci pour cette présentation. Je suis Benjamin Salabé, je suis designer au LABA, le laboratoire d'accueil et d'hospitalité, où on va s'efforcer au sein même on a un laboratoire intégré au GHU. On va s'efforcer à l'aide d'outils créatifs et participatifs issus de la culture et du design, d'améliorer les conditions de vie des patients, de leurs familles et des personnels de l'hôpital. Dans ce cadre-là, je vous présente la couleur au bloc opératoire. La demande initiale de ce projet, c'est un petit projet, c'était dans le cadre de travaux de réfection au bloc opératoire. Et la cadre supérieur de santé avait fait cette démarche de faire appel à nous, les designers récemment installés au sein du GHU, pour les aider, les accompagner dans le choix de leur couleur. Ils n'arrivaient pas à se décider ensemble en équipe. Donc, ils nous ont invités à venir voir ce qu'était le bloc opératoire. Et voilà le bloc, comme vous pouvez le voir, en l'état, quand on a fait une première visite. Ce que les équipes qui étaient demandeuses, les équipes soignantes nous demandaient, c'était de travailler vraiment à l'ambiance de ce lieu, qui est très froid, peu amène, assez déprimant et glauque au quotidien pour les soignants et un peu abrupt, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les patients quand ils sont de passage. Et donc voilà, donc c'est un lieu finalement qui est très singulier. Déjà, il faut bien voir que l'espace d'intervention était assez réduit et c'est un espace où il n'y a pas de premier jour. On est dans un tunnel sombre. Ensuite, on est dans un vieux bâtiment qui date du 19e siècle, un bâtiment historique sur lequel ont été greffées les architectures des années 70 et des choses contemporaines. Donc, comme vous voyez sur cette image, c'est un espace très imbriqué avec plein de recoins et d'alcôves. Ensuite, le bloc opératoire, c'est en soi, au sein même de l'hôpital, que c'est un espace singulier. C'est un endroit qui va avoir son propre système d'aération. L'air est froid, il est purifié, stérilisé. Que l'on soit un patient ou un professionnel, quand on visite cet endroit, on va se stériliser soi-même,
on va porter des tenues, on va passer par un sas et on va suivre tout un protocole qui est extrêmement déterminé et extrêmement présent, très fort dans cet espace. Donc, on est sollicité pour venir, pour visiter. Il y avait une vraie curiosité professionnelle de designer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un bloc opératoire. Et puis moi, j'avais cet intérêt particulier parce que ça ne se voit pas trop sous le masque, mais j'ai une longue expérience du bloc opératoire. J'y suis passé de nombreuses fois en tant que patient. Et là, j'avais un vrai intérêt, une vraie curiosité, un vrai plaisir en fait à passer derrière le voile en fait, à plus être un patient, mais être non seulement un professionnel de l'hôpital, et encore plus un designer avec une expérience de patient, enfin, voilà, un vrai intérêt personnel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un lieu, c'est un temple de la technicité, le bloc opératoire. C'est un lieu splendide où on va mettre le geste en avant. Et voilà, c'est un lieu très froid. Donc on a fait cette première visite, on s'est mis en situation. Et puis après, on est revenu vers les équipes avec une forme d'acculturation. Parce que et là, il y a une chose importante, c'est la posture du là-bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver en donnant des ordres ou des directives, mais on va essayer de produire un langage, une forme d'acculturation, pour que ce soit les équipes elles-mêmes qui choisissent, qui fassent leur choix et qui choisissent leur couleur. Donc on a fait ce premier dossier où il était question de notions de base, de couleur froide, de couleur chaude, de la perception de la couleur selon la lumière et selon les volumes, des références artistiques d'Ettore Spalletti ou de James Turrell, comment la couleur pouvait produire un ensemble cohérent. Des références hospitalières, des ambiances froides, des ambiances chaudes, des ambiances polychromes. Et puis des choses d'autres travaux artistiques comme de Bridget Riley à Londres ou Daniel Buren à Toulouse, où en fait on va employer la couleur et la lumière comme un élément de parcours directement. Il y avait d'autres éléments comme des choses graphiques, l'indication du parcours, la couleur située et les formes. Et même une idée comme quoi la couleur pouvait être, et la lumière, un vrai support de soins, comme aux urgences céphalées de l'hôpital Lariboisière. Et tout ce dossier, en fait, on aura fait un dossier de contre-exemples et de recommandations. Donc, ce qu'on privilégie en particulier, c'est que c'était les équipes qui fassent leur choix de teinte et ainsi de suite. En parallèle de ça, on avait aussi fait un questionnaire à destination des patients, où en fait on s'était inspiré des questionnaires de douleur que les patients remplissent parfois, sauf qu'on l'avait un peu modifié en essayant de comprendre leur perception de la luminosité, des couleurs, des odeurs. Voilà, un questionnaire sensoriel que malheureusement on n'a pas eu l'occasion d'essayer parce que le bloc opératoire, c'est quand même un lieu, comme je vous l'ai dit, extrêmement singulier et les interactions avec les patients sont assez complexes. Donc, il y a eu tout ce travail d'acculturation avec les équipes. Et donc, on est venu avec eux, avec des références. On leur a demandé de choisir déjà entre des teintes chaudes ou des teintes froides. Ils ont été très clairs sur une teinte froide. Et on leur a proposé une polychromie, une bichromie, de faire passer un message par la couleur, mais ça a été aussi une volonté forte du service d'avoir une teinte unique à teinte froide, mais très vive. Et ce bleu, parmi toutes les propositions qu'on leur avait faites, c'est ce bleu qui a été retenu. L'idée ici, c'est qu'ils avaient choisi une seule couleur dans l'idée que cette couleur était une forme de définition de leur service. Voilà, ça allait définir le bloc opératoire. Ensuite, il s'est passé un autre point qui a été assez déterminant. C'est qu'en fait, c'est un exercice du design, vous savez, où des fois, on va se mettre à la place des usagers. Et qui plus est, au laboratoire, on a un vrai intérêt dans le regard et dans les pratiques des usages et des usagers. Et donc, on a cherché à se mettre à la place des patients. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est juste une différence fondamentale, c'est que les soignants, comme je vous ai dit, ils vont avoir un rapport habituel, c'est leur lieu de travail, c'est leur lieu de vie au quotidien. Les patients, eux, ont un point de vue complètement différent, beaucoup plus
de l'ordre parfois du traumatisme ou du choc. Et en fait, il y a une histoire de la circulation, comment les patients arrivent au bloc. Comme vous le voyez sur cette image, les soignants poussent le chariot vers le sas, vers les sas et les modules du bloc, et le poussent vers l'avant. Par contre, le patient, lui, il est poussé vers l'avant, donc il regarde vers l'arrière, et les seules choses qu'il peut observer, finalement, mis à part les brancardiers et les médecins, ce sont les murs et les plafonds. Malheureusement, les plafonds, on ne pouvait pas du tout intervenir. Je glisse là-dessus un petit sujet. Les faux plafonds dans le milieu hospitalier et le milieu institutionnel en général, c'est un sujet en soi. Voilà, là, dans ce projet, on ne pouvait pas travailler dessus, ce n'est pas possible. Donc, on s'est concentré sur les murs, et selon le point de vue du patient, on a essayé en fait de situer la couleur dans le site, dans l'endroit, selon le parcours du patient. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de ne pas tout colorer partout, mais d'utiliser ces alcôves, ces recoins, ces espaces un peu intriqués pour situer la couleur à certains endroits dans le but de rythmer l'avancée du patient, du numéro 1 au numéro 3, par exemple, c'est-à-dire du sas d'entrée aux circulations, à la salle d'intervention, au moment où le patient est conscient. Alors ça, c'est des images de synthèse, des images de concept. C'est ce qu'on avait proposé aux équipes dès lors qu'on avait choisi le point de vue du patient. Et ça, j'insiste là-dessus, ça a vraiment été un point de pivot, un élément déterminant pour... Bien sûr, il y a eu tout le travail de choix de couleur, mais comment on la situe, comment on la place, ça a été important. L'autre travail aussi, ça a été avec les équipes techniques, parce que nous, on arrivait en préconisation, en fin de chantier, et il fallait aussi retravailler les lumières, choisir la teinte du PVC qu'on va mettre sur les murs pour empêcher que les murs soient abîmés par les brancards et ainsi de suite. Et donc, il y a eu tout un travail en finesse comme ça avec les travaux. Et on en arrive à ce qui a été réalisé. À savoir, là, vous avez après chantier, les peintures qui ont été installées. Et on voit exactement un patient qui est en train de rentrer dans le sas et qui, on ne le voit pas, mais il est en train de regarder vers là d'où il vient. On a ici une illustration de ces différents plans qui vont venir successivement dans l'avancée, dans le chemin du patient. Et puis, il y a eu cette image, en ce moment assez drôle, c'est que finalement, je vous ai dit, c'est un espace très contraint, très protocolaire, et tout l'espace hospitalier est rempli de mobilier normatif, comme ces deux objets rouges que vous voyez, et qui n'ont pas vocation à disparaître. Et quelque part, la bonne surprise ici, ça a été de voir que ces couleurs ont permis exactement de mettre en avant aussi ce mobilier avec lequel on est obligé de composer à l'hôpital, de toute manière. Et voilà, on en arrive jusqu'au bloc opératoire, qu'il soit éclairé quand il reçoit le patient, ou en situation beaucoup plus précise dans les cadres d'opération. Alors, on s'est concentré sur tout le parcours des patients, mais on n'a pas pour autant oublié les soignants, et on a aussi cherché à marquer et identifier leurs lieux de travail, comme par ici, par exemple, le bureau cadre, le vestiaire femme, ou les lave-mains qui sont attenants au bloc, ou la pharmacie, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment eu une volonté commune, par une seule couleur, en fait, de non seulement faire de l'orientation, mais aussi de satisfaire à la demande initiale des équipes. Et finalement, c'est ça c'est une des choses à retenir, c'est que le retour des équipes, il a été direct et très bon. Elles ont eu un bénéfice direct dans ce travail sur la couleur, sur la lumière et sur l'amélioration d'une atmosphère, qui plus est, sachant que c'est eux, finalement, qui avaient participé à leur conception de leur propre espace. Donc, c'est d'autant plus qualitatif à leurs yeux. Il y a eu un vrai plaisir, en fait, à les accompagner, à leur donner les outils pour faire ça. Et puis, voilà, on a cherché, en fait, finalement, à avoir un langage commun
Il y a eu la vraie surprise aussi de passer des images de concepts et par le travail fin avec les travaux, de voir cette esquisse, la voir à l'échelle, de pouvoir évoluer à l'intérieur. Et ça, c'est une satisfaction professionnelle, bien sûr. Et puis, ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure et qui me semblait essentiel, c'est cette question du décalage du point de vue. C'est parfois juste de faire un pas de côté, et se mettre à la place de l'autre. Ça permet de trouver des solutions qui ne sont pas grandiloquentes. Hein. C'est un projet qui est très simple, ce que je vous présente, mais qui finalement essaie de présenter une forme de cohérence et d'humanité. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci Benjamin pour cette présentation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à Benjamin en utilisant l'outil Q et R. Donc, ce sont deux bulles de bande dessinée. Vous cliquez dessus et vous pouvez... merci Élodie. Donc, vous pouvez aussi, pour votre question, vous pouvez aussi voter pour les questions que vous voulez voir posées en priorité. Et donc, on va continuer maintenant avec une deuxième intervention donc, du LABA avec Marie Poirier, donc, qui est designer et qui co-dirige ce laboratoire. Mais aussi, donc, ça va être une double présentation avec Vanessa Lehner, qui est designer coloriste au sein de l'agence de coloristes Nakara. Elles vont vous présenter maintenant la démarche qu'elles ont mise en place pour utiliser la couleur au service de l'identité et de l'orientation dans un nouveau lieu de soins qui est la Polyclinique Eugène Milon à Paris. Je vous laisse démarrer. Merci. Vanessa, je te laisse faire le partage d'écran. Oui, vous l'avez? Tout à fait. Bien. Marion, Marie, je te laisse introduire. Merci Vanessa. Tout d'abord, je tiens à nous excuser pour tous les auditeurs, auditrices. Nous portons nos masques parce que nous travaillons à côté avec Benjamin. On vous salue néanmoins. Bonjour. Et pour les bruits qui viennent éventuellement parasiter notre présentation parce que nous sommes sur le site de l'hôpital Sainte-Anne, donc il y a parfois des chariots et autres voilà, qui passent. Alors, donc merci pour votre invitation. On va vous présenter maintenant un autre contexte de projet. Il s'agissait ici de préparer l'emménagement de 4 structures de soins dans un nouveau bâtiment, des structures de soins ambulatoires, c'est-à-dire de soins de ville, de journée, qui étaient répartis dans le 15e arrondissement et qui se retrouvaient rassemblés dans un seul et même bâtiment. Donc, nous avions été mandatés le LABA parmi les équipes de travaux et d'équipements pour préparer l'hospitalité des soins dans ce nouveau bâtiment. Donc, une commande extrêmement large que nous avons, nous, précisée. Donc, vous avez ici une vue de ce bâtiment en pierre blonde, en briques blondes, pardon, de 1910, qui avait été trouvé. Vous imaginez que ce n'est pas simple de trouver des bâtiments grands dans Paris. Donc au terme de longues recherches et qui offrait de nombreuses qualités, donc inséré dans un quartier cossu du 15e, avec au dos un joli jardin. Nous avons, comme à notre habitude, fait beaucoup d'entretiens, d'immersions, de rencontres avec les professionnels et les patients des 4 structures. Donc 3, ce qu'on appelle les centres médico-psychologiques, qui sont des centres de consultation, et ce qu'on appelle un foyer post-cure, qui est un lieu de post-hospitalisation, donc pour des gens qui dorment sur place. On avait vraiment 2 voies différentes. Il y avait ces CMP, centres médico-psychologiques, pour des consultations de journée, et donc le foyer dans lequel les patients peuvent dorment le soir. Donc des usages mixtes. Et donc, cette hospitalité des soins, progressivement, elle s'est précisée autour de la question de l'orientation. On a compris que les patients, donc en psychiatrie, qui sont des gens souvent assez inquiets, fragiles, et pour lesquels les changements de lieu ou de routine sont très anxiogènes, étaient assez inquiets de cette perspective de déménagement dans un nouveau site qui était perçu comme très grand, comme un hall d'aéroport dans les représentations, alors qu'en vérité, bon, certes, c'était un grand site sur 5 niveaux, mais qui n'était pas si grand que ça.
et que de toute façon, voilà, il y avait la découverte d'une nouvelle portion du 15e arrondissement. Les professionnels eux-mêmes étaient assez déroutés par ce qui allait devenir une nouvelle organisation mutualisée. Donc, ils avaient aussi à leur échelle des difficultés à rassurer les patients. Donc, cette perspective autour de l'orientation aidée à l'appropriation, elle s'est progressivement précisée autour de 2 axes. Un axe que Vanessa détaillera tout à l'heure autour de l'orientation à l'intérieur du bâtiment autour d'un projet sur la couleur, et l'orientation à l'extérieur du bâtiment avec un projet autour d'une carte illustrée. Donc, nous avons pu passer un petit marché qui a été remporté par l'agence Nacara, que nous avons rencontré, une fabuleuse rencontre à cette occasion, et qui s'est emparé du projet couleur, pour lequel il y avait une forte valence participative. Parce que, comme le racontait Benjamin dans la présentation pour le bloc, nous avons un gros enjeu en tant qu'équipe interne à acculturer nos collègues à des questions qui semblent relever voilà, de questions de décoration sans importance. La couleur, dans ce panel, je pense qu'on n'a pas besoin de vous convaincre beaucoup que la couleur est très importante, au service du soin aussi, alors qu'elle est souvent perçue vraiment comme une question marginale. Donc, on a un enjeu très fort à emmener nos collègues en les acculturant, en faisant beaucoup de pédagogie. Donc, ça faisait partie de la demande formulée à Nacara. Je passe la main à Vanessa. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, je vais terminer sommairement, on va dire, le récit du contexte qu'a entamé Marie. En vous disant ceci, effectivement, il y avait déjà des éléments, on va dire, contraignants rédigés. Donc, il y avait le CCTP qui nous orientait déjà sur des types de matériaux, des types de revêtements. Donc, voilà, pour vous dire que on est arrivé avec un cadre de contraintes assez important, mais cela dit, l'expérience des ateliers était extrêmement riche et a littéralement, j'allais dire, enrichi ce cadre de contraintes. Donc voilà les différents niveaux du centre Eugène Millon. Donc nous intervenions particulièrement sur le rez-de-chaussée, le R+3 et le R+4 qui allaient héberger ces fameux CMP, les R+2 et R+1 étant ceux de la polyclinique. Les espaces sur lesquels nous intervenions étaient l'entrée, les circulations, couloirs, escaliers, paliers, les salles d'attente, le mobilier, la signalétique et les supports de communication. Donc vous comprenez de fait qu'on est sur une dimension de design global par la couleur, puisqu'on va jusqu'au support de communication, jusqu'à la signalétique et la signature, l'identité visuelle de l'espace. Donc ça, c'est pour l'introduction du contexte. Sur le projet maintenant, j'avais envie de vous éclaircir quand même certains points. Alors d'abord quelques mots donc, sur l'usage de la couleur en espace hospitalier. Donc je vais faire schématique parce qu'on a peu de temps hélas, mais ça a déjà été souligné par Benjamin et aussi par Marie, mais il est d'usage de ne pas utiliser la couleur dans des espaces médicalisés. On est souvent sur du blanc, et ce blanc, c'est un peu comme pour nous une injonction au silence quand il s'agit de soigner les maux du corps ou les maux de l'esprit. Donc on voit le blanc digne, le blanc propre, le blanc probe, objectif, impartial, le blanc neuf, efficace. Mais aussi on peut avoir une autre lecture, c'est un blanc froid, un blanc néant, un blanc distant. Donc face à ce qu'on pourrait appeler cette désincarnation ou cette déshumanisation, on assiste depuis quelques décennies à un revirement assez spectaculaire où la couleur vive est le nouveau mot d'ordre. Un nouveau modèle à suivre qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il pose des questions d'image de l'institution qui devient plurielle à cause de ses polychromies et qui pose aussi des problèmes de confort, d'ergonomie, de concurrence visuelle parce qu'il y a surenchère de la couleur et suscite aussi la controverse. Je n'aime pas le rouge, je n'aime pas le rose, je n'aime pas le violet tout simplement. Ce qui pose de prime abord la question de la posture que nous, designers, dans le cadre des ateliers, nous devions adopter. Comment se positionne-t-on par rapport à ce qu'on pourrait appeler ces nouveaux standards de la couleur vive?
Ensuite, ensuite sur l'intervention, sur l'intitulé d'intervention, comment acculturer l'hôpital à l'usage de la couleur. Je me permettrai de reformuler ce titre en le nuançant comme ceci. Il s'agit dans cette expérience pilote de créer les conditions de l'appropriation du sujet de la couleur et de ses usages différenciés auprès des professionnels. Donc c'était des cadres, des médecins, des infirmiers, mais aussi auprès des patients. Donc ici, l'institution n'est pas directement notre interlocutrice, il faut bien le comprendre. C'est une nuance importante. Et dans cette expérience, et parce qu'il était nécessaire de construire cette expérience, nous ne voulions pas adopter de posture verticale ou surplombante du sachant vis-à-vis d'un public néophyte. Il s'agissait de mettre sur le même plan l'ensemble des savoirs, donc les nôtres bien sûr, ceux des professionnels, et puis aussi de rapporter, superposer à ces expériences et les mettre sur le même plan, des expériences individuelles de la couleur, encore une fois dans l'objectif de créer l'adhésion. Ensuite, une évidence qui était liée au tempo du projet, en fait, c'est le temps court de ce projet. Donc, ce temps court, moins de 2 mois, a rendu nécessaire les ateliers collaboratifs parce que les spécificités fines du CMP, dans ses fonctionnements, ses usages, ses publics, nous étaient assez lointaines. Le bon ajustement de notre réponse en dépendait complètement. Par ailleurs, on va souligner ceci, le premier objectif des ateliers était de rendre possible la mise à distance des certitudes, le décentrement des points de vue, pour mieux bâtir ensemble le projet. Cela dit, il s'agissait aussi, c'était un second objectif, de construire des médiations qui permettent aux professionnels et aux patients indirectement de se former à la couleur pour mieux participer au projet. Et c'est aussi dans cette formation que se joue le processus d'acculturation. Et cette dimension d'acculturation, prise dans cette démarche collaborative, implique nécessairement le concepteur qui devra lui aussi intégrer, s'habituer au milieu dans lequel il intervient. Une relation faite de réciprocité est au cœur des ateliers et génère une culture commune capable de produire du consensus et de l'adhésion. Donc ce projet prend donc forme comme un cheminement collectif où au départ il n'y a pas de certitude, pas d'évidence. Tout se construit à travers une démarche inductive, guidée par nos méthodes et nos outils. Nous avons enchaîné des ateliers sur un temps court, construit des contenus pas à pas. Ces ateliers ont produit des données et des orientations, et au fil des décisions et par effet d'entonnoir, nous avons abouti ensemble à une réponse au problème qui nous était posé, celui de développer un système de repérage basé sur la couleur dans un bâtiment de 5 niveaux, rassemblant 3 CMP et un foyer pour l'entrée, les couloirs, les paliers, les circulations verticales et les salles d'attente. Voilà pour l'entrée en matière. Maintenant, rentrons dans le vif des ateliers. Premier atelier s'est déroulé le 16 mai. Il consistait à partir d'une appréciation simple de la couleur et des harmonies en général, de reconsidérer un peu son rapport justement à la dite couleur. On a amené donc ces mêmes couleurs sur le terrain de leurs applications en espace hospitalier. Donc là, vous voyez des harmonies types, et ces harmonies types, elles étaient reliées à des espaces qui existaient déjà. Donc là, vous avez l'hôpital de Calais, un focus justement sur une circulation. Et l'objectif était de faire des allers-retours. Au départ, une vision simple des harmonies, donc de manière assez abstraite, des couleurs pour elles-mêmes, et puis ensuite de les considérer dans leurs applications. Donc, cette manière de percevoir la couleur, elle avait pour but de déconstruire un rapport à la couleur induit par des savoirs et l'expérience de chacun. Et c'était intéressant, effectivement, parce que les avis sur une harmonie, quand on la voyait en elle-même, n'étaient plus les mêmes quand on dévoilait l'espace qui était associé. Donc, c'était vraiment intéressant d'appréhender ce premier atelier de cette façon-là. Donc là, voilà les différentes études de cas que l'on a pu mener sur différents hôpitaux. Donc, on avait l'hôpital de Calais, on avait le centre médico-psychologique de Roanne, on avait un établissement de santé pour enfants et adolescents à Nantes, etc. Ensuite, en termes méthodologiques, on avait besoin aussi de proposer des logiques chromatiques, donc de proposer des outils. Donc, on a proposé trois logiques.
Ces logiques, en fait, elles consistaient à demander finalement, en somme, est-ce qu'on voulait différencier ou pas les identités des CMP et comment on allait le faire. Donc, on a proposé 3 logiques. La logique équilibre, où quelque part, finalement, on est sur une déclinaison d'une même harmonie, mais en changeant la teinte. Ensuite, on avait des effets, on va dire, qui travaillaient sur les niveaux, la logique élévation, donc on va dire une certaine densité du rez-de-chaussée, puis à mesure qu'on monte dans les étages, eh ben, ça s'éclaircit. Ça veut dire que les CMP, finalement, ne se ressemblent pas dans l'ambiance. Et puis, la logique intensification, ben, ça s'inverse. On rentre dans l'espace et c'est plus clair et plus léger. Puis, à mesure qu'on monte, eh bien, ça s'intensifie. Donc, c'était encore une fois 2 manières d'appréhender ces circulations dans la verticalité. Et donc, c'est une logique qu'on a soumise au moment du premier atelier. Ensuite, c'était de bien comprendre qu'on allait travailler sur des espaces dont on dira qu'ils sont assez ingrats, ce sont des couloirs. Et ces couloirs, bien, on peut se poser la question de ce qu'ils sont. On peut les imaginer comme des non-lieux au départ, des espaces qu'on ne traite pas, ce ne sont pas des espaces dans lesquels on reste. Ensuite, ils ont des rentrants, des saillances, des portes coupe-feu. Ce ne sont pas des espaces neutres et calmes, ce sont des espaces en mouvement. Donc, quoi faire de ces espaces? Donc, l'idée, c'est d'en faire une véritable composante du parcours de soins qui accompagne les étapes de prise en charge, depuis l'accueil en passant par la salle d'attente ou les bureaux des médecins. Étudier comment rythmer le parcours et lui donner de l'agrément en jouant sur les défauts de l'espace pour mieux le définir. Donc voilà rapidement ce qu'on a pu proposer aux participants des ateliers en leur disant finalement qu'on pouvait faire quelque chose, on pouvait travailler justement par le design de la couleur, l'ambiance, le rythme, et puis voilà, une esthétique, une signature pour Eugène Millon. Les conclusions de l'atelier. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ce qui m'a été dit, on va dire, en première lecture des couleurs, c'est que le rouge vif était exclu car il était trop violent et agressif, que le noir, il était également, pour sa symbolique négative, sinistre, triste, ou qui évoque le deuil. Le violet, car c'est une couleur qui évoque la vieillesse. Les couleurs foncées, car elles sont déprimantes. Et les couleurs mal définies, parce qu'elles font sale. Donc voilà ce qui avait été de prime abord supprimé. Ensuite, voici ce que le groupe a observé à partir des études de cas. Bien, oui au vert, vous le voyez sur les images. Oui au bleu-vert, au beige et peut-être au jaune. Voilà. Sur les harmonies, le groupe a plébiscité le camailleux de ton neutre chaud et les contrastes de saturation doux à fort. On le voit très bien. Hein. Il y a des espaces extrêmement légers où les contrastes de saturation sont dans la douceur. Et puis vous avez des choses beaucoup plus contemporaines où voilà, il y a une opposition très claire entre les saturations de couleurs. Et puis, il y a aussi le rôle de la ponctuelle, du rôle que joue la couleur vive dans l'animation ponctuelle d'un espace. Et ça a été très aimé également. Donc voilà ce qui a été retenu en termes de couleur et d'harmonie lors du premier atelier qui nous a servi comme élément structurant pour continuer le projet. Ensuite, ce qui a été également choisi et retenu, c'est la logique chromatique équilibre qui consiste à décliner finalement une même harmonie en nuançant la teinte sur l'ensemble des CMP, qu'on ait vraiment un air de famille et qu'on n'ait pas d'asymétrie dans les vocabulaires esthétiques proposés sur les CMP. Le deuxième atelier s'est déroulé le 24... Alors, ce n'est pas exactement un atelier, pardonnez-moi, c'est la balade urbaine avec les patients. Alors, cette balade urbaine s'est déroulée le 24 mai au matin. Il y avait environ une quinzaine de patients. On avait 3 groupes munis d'un nuancier, d'un appareil photo, de fiches de repérage. Et puis, ces groupes ont arpenté le quartier qui entoure le CMP, collecté des informations sur leur environnement. La méthode du coloriste est employée. Prélèvement de fragments de matériaux, cailloux, écorces, contre-type de couleurs, mots et description des lieux, appréciation, comme s'il s'agissait de refaire connaissance avec un lieu de vie déjà connu, en se glissant dans la peau d'un professionnel. La balade urbaine a duré 2 heures, une vitrine, des jardins partagés, un graffiti, la couleur d'une devanture, un mobilier urbain, une porte cochère, tiens, c'est mon coiffeur ou mon restaurant préféré. Tous ces fragments recomposent de façon sensible le paysage familier des patients et nous disent
encore une fois, leur attachement à leur cadre de vie. C'est ce qu'illustrera d'ailleurs Julien Billaudot, vous le verrez, c'est l'une des signatures majeures du CMP Eugène Millon. Donc ce jeu de rôle permet 3 choses. D'abord de démystifier, alors je vous montre rapidement les fiches de repérage. Voilà l'œuvre de Julien Billaudot, donc qui est une représentation du 15e arrondissement. Et on voit alors où Centre Eugène Millon, il est quelque part par là, je me suis perdue dans le... Mais il est représenté, et il n'y a pas de rapport d'échelle réaliste, on n'est certainement pas dans une représentation réaliste du quartier, mais ça fait émerger tous les lieux familiers qui étaient aimés par les patients. Donc, en conclusion de cette balade urbaine, ce qu'on peut dire, c'est que ce jeu de rôle permet 3 choses. D'abord, de démystifier l'image du concepteur en rendant accessibles ses outils. Ensuite, de prendre conscience que la couleur et les matériaux fondent en grande partie l'identité des lieux. Et enfin, de produire des données exploitables pour l'orientation du projet. La donnée majeure se résume à la confirmation que le CMP s'inscrit dans un parcours ritualisé du patient dans son quartier, jalonné de repères, et qu'à ce titre, et comme nouveau jalon, le CMP Eugène Millon doit aussi devenir familier et s'inscrire dans l'environnement, dans toute sa singularité, sans être seulement une figure manifeste de l'institution qui le soigne, le GHU. Second atelier, alors là, on a quitté les patients et on a rejoint les professionnels. Donc, ce second atelier a consisté à poser 3 thématiques chromatiques qui répondent aux conclusions du premier atelier, en étant très différentes. Donc, pour sortir les gammes de leur abstraction, vous verrez, on a schématisé, on a proposé immédiatement une identité visuelle pour essayer de faire parler ces gammes qui sont au départ assez abstraites. Donc, le concept 1910, celui-ci, exploite la veine historique du bâtiment en proposant 3 gammes de couleurs douces travaillées sur une base de camailleux en demi-ton, sans saturation excessive, de vert, de jaune et de bleu, tous rehaussés de blanc coloré et inspirés de l'esthétique du début du XXe siècle. On avait trouvé quelques fragments de couleurs à l'intérieur du CMP et on s'en est servi pour décliner des identités. 1910, j'entends. Le concept authentique, que vous voyez, alors, pardon, je saute des étapes. Donc, voilà, pour faire vivre ces gammes de couleurs qui sont assez abstraites sans cela, on a proposé des visions assez schématiques qui remontrent un peu, proposent une illustration de la couleur dans des couloirs. Donc, ça montre le potentiel de la gamme. Et enfin, on voit l'identité visuelle d'Eugène Millon, on va dire une proposition pour faire vivre la gamme sur un support graphique. Le deuxième concept, c'est le concept authentique, donc qui revient sur la matérialité de la façade, sur la rue. Donc c'est cette fameuse brique blonde et qui tisse un lien entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment par des registres de couleurs. Les gammes évoluent des ocres rouges aux ocres jaunes en passant par des verts chauds pour apporter un esprit plus contemporain, un sol bleu-gris assez sombre mettant en valeur la chaleur et la luminosité des nuances. Le concept chromatique, alors il propose une écriture moins nuancée, construite sur des bases monochromes de vert, de jaune et de bleu, qui sont davantage en rupture avec l'identité du bâtiment et pourraient rejoindre un standard de traitement des espaces hospitaliers, celui de la couleur vive. Cela dit, à l'issue de l'atelier, une majorité de professionnels choisira le concept 1910, qu'ils trouvent dans l'ensemble assez doux, calme, apaisant, comme continuité naturelle du lieu. Par contre, certains participants trouvent la proposition trop fade et regrettent particulièrement dans la gamme des jaunes de ne pas retrouver une touche de couleur vive pour illuminer l'espace. Ces avis partagés nous amènent donc à reconsidérer notre concept 1910 et à proposer une déclinaison qui intègre cette fameuse couleur vive. S'agissant de l'identité visuelle, par facilité, un même graphisme a été utilisé et en fait reprend un motif que nous avions déjà observé lors de nos repérages qui est à l'intérieur de l'appareillage de briques sur la façade côté rue. Ce petit modèle de briques sert de motif à la signalétique intérieure et ce graphisme provisoire au départ a été bien accueilli par les professionnels parce qu'il faisait sens dans le concept 1910. Excuse-moi Vanessa, je te coupe parce qu'il va falloir qu'on conclue. Ah, pardon. Je vais aller assez vite du coup.
l'après-midi, donc le jeudi après-midi, le troisième atelier, le troisième et dernier atelier, et on a découvert les gammes de couleurs dans leur environnement, dans leur espace, avec l'aspect original et plus modulé, avec ce camailleux assez doux et cette signature de couleurs vives, et puis une vraie proposition plus contemporaine qui a finalement été choisie. C'est celle-ci qui a été choisie. Donc je déroule. Voilà les 3 harmonies de couleurs qui ont été utilisées pour les 3 CMP. Vous voyez qu'il y a une déclinaison parfaite des couleurs. C'est un même type d'harmonie à chaque fois. Et donc, vous allez retrouver la réalisation du projet sur les 3 niveaux. Et l'ambiance finale est celle-ci. Pour trouver la signature identité visuelle qui reprend le motif qu'il y avait dans la façade, avec le premier niveau ici en vert, le 3e niveau et le 4e niveau. Et l'ambiance finale que vous retrouvez donc dans les couloirs et les salles d'attente et en signature de tout ce qui est signalétique et repérage. Donc en conclusion, j'arrive rapidement, Marie. La mise en couleur du Centre Eugène Millon est une réponse originale et authentique, construite dans la nuance et déclinée en camailleux à mi-chemin des usages conventionnels de la couleur, le blanc et la couleur vive. Cohérence et unité globale sont au rendez-vous grâce à la déclinaison d'un même type d'harmonie. La couleur insuffle doucement sa singularité à chacun des niveaux 1, 3 et 4 pour confirmer des identités autonomes, et la signature graphique du lieu, inspirée des décors et des matériaux de façade, confirme un lien avec la dimension originelle et historique de l'édifice. Cette mise en couleur rend compte de la vocation d'un CMP, c'est d'être un lieu de proximité détaché de l'hôpital, inscrit dans son quartier. Par conséquent, il est sans doute intéressant de travailler les ambiances et les identités de ces centres détachés d'une signature institutionnelle, ici celle du GHU, pour épouser une esthétique singulière, moins standard, qui s'intègre pleinement à son environnement et répond aux besoins cruciaux des patients, qui est celui de s'attacher au quartier. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Marie. Merci. Je vais conclure rapidement, mais d'abord, je voudrais donner partager une toute petite anecdote assez représentative de l'importance d'amener les professionnels dans cette démarche. À la fin de tous les ateliers et au moment même où les peintres étaient en train de poser les couleurs, il y a une personne de l'encadrement supérieur, donc vraiment en responsabilité, mais qui n'avait pas fait partie de ces ateliers, qui a mis son veto sur les taches jaunes au nom voilà, d'une représentation négative du jaune. Je vous laisse imaginer voilà, à quoi ça lui faisait penser. Eh bien, cette personne, en fait, a été auto-modérée par ses collègues qui avaient pris part aux ateliers. Comme ils ont été emmenés dans le processus d'acculturation à la couleur, avec cette montée en puissance que Vanessa a très bien décrite, ils ont trouvé les arguments entre pairs pour finalement clore ce débat qui n'avait plus lieu d'être et qui de toute façon n'avait pas lieu d'être sur voilà, une décision qui tombe de haut et qui s'oppose à une couleur qui voilà, symboliquement déplaisait à une personne. Donc ça s'est fait tout seul, sans notre intervention, entre pairs. Et avec leurs propres arguments et leurs propres mots. Donc ça, on l'a observé et ça nous a vraiment confirmé que dans ce type de projet, c'est la première fois qu'on emmenait autant les professionnels dans la compréhension de ce à quoi pouvait servir la couleur, comment on l'utilisait. Ça a vraiment créé un précédent chez nous à l'hôpital et ça nous a convaincus que dans toutes les démarches, même au-delà de la couleur qu'on amène, il fallait vraiment qu'on se prête à cette montée en puissance, cet effort pédagogique pour partager le projet et que les professionnels soient en capacité de les porter eux-mêmes et sans nous. Voilà, c'est vraiment un enjeu important et que Benjamin nommait aussi tout à l'heure avec les références qui avaient été partagées. C'est un bâtiment qui vit bien et qui a assez étonnamment
était très bien investi alors même qu'il y avait beaucoup de réticences. L'emménagement s'est très bien passé. Ce qui était à la base un projet vraiment au service de l'orientation dans les espaces intérieurs et les circulations est devenu aussi la signature, l'identité de ce bâtiment, identité qui n'a pas été dénaturée mais qui a été plutôt amplifiée sur la base des éléments existants, donc ce bâtiment 1910. Donc on était plutôt dans révéler les potentialités d'un bâtiment existant. Et l'importance pour nous de cette identité, de cette qualité des espaces intérieurs, elle est en lien direct en fait avec le thème de la déstigmatisation de la santé mentale qui nous est très cher, c'est-à-dire qu'un bâtiment auquel on est attaché, qui est un bâtiment de qualité dans lequel on se sent bien et on se sent valorisé, ça participe de la déstigmatisation de la spécialité santé mentale et psychiatrie des patients et des professionnels. Et ça favorise son insertion urbaine en tant qu'équipement local de santé publique. Donc, il y avait vraiment ce très fort enjeu aussi, lien entre qualité, identité, qualité esthétique, bien-être dans les espaces et déstigmatisation. Et le travail de l'agence Nacara a vraiment été extrêmement réussi et guidant en la matière. Merci. Merci Marie, merci Vanessa. Si vous voulez bien, on va passer aux questions. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de toutes les poser. Néanmoins, il y a plusieurs personnes qui ont voté pour demander aussi à Benjamin, quand vous avez expliqué votre projet, comment la démarche et le résultat a été perçu par le personnel. Oui, j'y suis peut-être passé un petit peu vite. Merci Élodie pour la question. Je vais peut-être passer un petit peu vite dessus. En fait, le retour des équipes a été très bon et direct à la première visite, c'est la première question que j'aurais posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vivez dedans? Et ça, ouais, le résultat est très positif. Ça a été bien perçu par les équipes. Ça a été bien perçu par la direction du pôle aussi, surtout le changement de point de vue, le fait de se mettre à la place. On n'a pas trop de perception des patients. Parce que comme je vous le disais, le bloc ne s'y traite pas forcément. Des fois, il y a des urgences vitales, c'est assez difficile de faire des entretiens patients dans ce cadre. Voilà. Merci Benjamin. Il y a une question qui revient de façon différente. Est-ce que vous avez constaté un mieux-être ou tout du moins une appréhension moins grande de la part des patients? Et je la mettrai au regard d'autres questions qui sont posées plutôt sur est-ce que vous avez étudié la couleur comme avec ses bénéfices, on va dire, d'apaisement ou au contraire, en tout cas en bénéfices émotionnels, sur les effets psychologiques que pouvait avoir telle ou telle couleur dans un espace. On n'a pas fait rentrer ces notions dans l'acculturation qu'on a donnée aux professionnels. Peut-être parce qu'on ne les maîtrisait pas forcément non plus. Il y a eu plus un rapport très, très intuitif, en fait, dans le choix de ces couleurs. Ça a vraiment aussi été En fait, on aurait pu donner ces notions-là, mais on a laissé la place à l'équipe soignante. C'était elle qui était prescriptrice, c'est elle qui choisissait. C'était eux les experts du lieu qui le pratiquent au quotidien. Donc, voilà. Si derrière cette question, si je peux me permettre, il y a la question de l'évaluation clinique du avant et après, elle n'a pas été menée sur ce projet. Donc nous, le LABA, ça fait 4 ans et demi qu'on installe des projets en expérimentation sur des sites. Là, on est en train de passer maintenant à une phase d'évaluation des projets qu'on a menés, en y adossant, quand c'est possible, des évaluations cliniques sur lesquelles, du coup, on s'appuie sur des cliniciens parce que nous ne le sommes pas nous-mêmes pour pouvoir appréhender l'état clinique des patients. Nous, on peut appréhender un certain nombre de dimensions des indicateurs qui vont être du bien-être au travail des professionnels, par exemple, de moins de dégradation des espaces. Ça
ça, c'est des indicateurs plutôt travaux. Pour tout ce qui relève du clinique, on est intégré en fait dans des projets de recherche, donc ça devient tout de suite un petit peu plus complexe parce qu'on ne peut pas mener des évaluations cliniques sans un cadre bien établi. Donc, si c'est votre question, ça n'a pas eu lieu sur ce projet. On est encore au stade de la tentative sur d'ailleurs plusieurs projets et on cumule ces tentatives pour pouvoir ensuite les consolider par une évaluation clinique ad hoc avec un cadre réglementaire adapté. Merci. Juste, Vanessa, en un mot, un oui ou un non. Il y a plusieurs questions, et notamment une précisément sur les faux plafonds. Toi qui travailles régulièrement en aménagement, en espace, est-ce que c'est quelque chose que tu connais, ça, des fabricants qui proposent des faux plafonds colorés? Il y en a, mais encore une fois, c'est toujours, il y en a pas mal, hein. La question, c'est toujours de savoir si c'est en accord, par exemple, avec le projet du CMP Eugène Millon. Il y a, le nerf de la guerre, c'est toujours le financier. Et la dalle que vous connaissez en 30 par 30, c'est la moins coûteuse. Donc, c'est celle que vous retrouverez quasiment partout, malheureusement. Donc, c'est de l'ordre de l'exception qu'on puisse travailler la coloration de ces dalles. Et encore faut-il pouvoir travailler des dalles de couleur qualitative. Et parfois, on trouve plutôt des dalles de couleur criarde, pardonnez-moi. Et donc, ça ne matche pas avec une démarche nuancée que nous, on porte. Merci. Merci, Vanessa. Merci à tous. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Avant de nous quitter, un petit mot de conclusion avec Alfonso. Voilà, je me connecte. Je reviens vers vous. Juste pour finir, remercie à tous les assistants que vous avez. J'espère que vous avez bien profité de ce webinaire. Et deux rappels à vous. Sachez que cet webinaire il a été enregistré, que vous pouvez le trouver dans les sites Cactus et les sites Color of Life. Et aussi, un rappel, semaine prochaine, il y a une 3e édition qui Marie va nous surprendre avec des choses super intéressantes toujours. Oui, effectivement, la semaine prochaine, on découvrira 3 interventions donc, où la couleur est utilisée de manière thérapeutique réellement. Donc, couleur lumière, couleur matière au service du soin. Un projet moi-même donc, de coloriage de l'environnement. Et enfin, le travail de Delphine Talbot qui travaille sur les plantes tinctoriales. Donc, je vous remercie. Merci à tous. Restez connectés parce que notre saga donc, va continuer jusqu'en juin. Et si vous souhaitez participer donc, à nos lives, que vous avez éventuellement des besoins d'accompagnement, donc que ce soit par les experts de Cactus ou les experts de Color de Life, surtout n'hésitez pas, faites-nous signe. Donc, merci à tous. Et puis, je vous dis donc à bientôt. Au revoir à tous. Merci, à bientôt. Merci.